Donc bonjour Marien. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'ICABA pour cette interview. Merci à l'ICABA, merci beaucoup. Donc je ne te cache pas que pendant longtemps, j'ai réfléchi à comment j'allais organiser cette interview. Je voulais pas faire une interview classique, tes débuts dans l'écriture, tes influences, etc. J'ai juste voulu un peu faire une chronologie de tes 3 différents romans et aussi adapter des thèmes qui me tenaient à cœur. Donc déjà, avant de parler des romans, on va parler de toi. Je suis allée un peu sur internet, j'ai tapé ton nom et j'ai lu Marien Foné Ngombe, né en 1977 à Brazzaville. Tu es un passionné de lecture et d'écriture. Voilà tout ce que j'ai pu lire sur toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Non, il n'y a rien. Mais je confirme, donc Marien Foné Ngombe, je suis originaire du Congo Brazzaville. Oui, je suis passionné d'écriture, de culture de manière générale, passionné de musique également. Et donc j'ai un métier qui est dans la compta, j'ai un DECF, donc je suis dans la compta depuis très très longtemps. Et à côté de ça, j'ai une passion, j'ai un violon d'ingre qui est la littérature. Mais je suis arrivé à la littérature assez tardivement. Donc si tu veux, au lycée, au collège, j'étais plutôt sur tout ce qui était au programme scolaire. Mais c'est après mon bac que je me suis vraiment imprégné de la littérature, et particulièrement de la littérature africaine, mais pas que. J'ai d'autres lectures aussi qui ne sont pas forcément de littérature africaine. Donc voilà, passionné de culture, de littérature, quelques publications. On va sûrement en parler après. Bien sûr. Donc voilà la petite présentation, bref. D'accord, merci beaucoup. Alors, puisqu'on parlait des publications, on va entrer dans le vif du sujet. Escale. C'est le titre de ton tout premier roman, publié en 2010, un recueil de trois nouvelles, oui, c'est ça, liées au thème du voyage. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors Escale, c'est mon premier recueil de nouvelles, effectivement, publié fin 2010. C'est un recueil autour du voyage. Il y a 3 nouvelles en fait. Il y a une première nouvelle qui parle de voyage, mais de voyage réel, un voyage physique, d'une personne qui prend son train, chronique de mon train de 7h51. Donc tous les jours, il prend ce même train, et dans chacun des personnages, il se projette, il revoit son enfance, son adolescence, sa vieillesse, et il est en fait en proie à une réflexion sur ce qu'il veut faire de sa vie. Donc c'est ce trajet-là qui va le révéler à lui-même et l'aider à prendre une décision. Voilà le voyage, premier voyage. Deuxième voyage, c'est à quel prix? C'est l'histoire d'une personne qui organise un voyage, donc un jeune Africain. Donc on a un peu ce cas de figure, qui vient d'avoir son bac, qui veut aller faire des études en Europe, et il s'organise à préparer ce voyage-là. Et c'est à la faveur de ce voyage que les masques tombent, qu'il découvre un peu sa famille. Parce qu'on sait qu'en Afrique, c'est un rendez-vous important, ces voyages-là, souvent. Les tantes doivent aider, les conseils, les grands-parents donnent leur bénédiction, ainsi de suite. Et c'est l'organisation de ce voyage qui l'emmène à faire un point sur lui-même, sur sa famille, voilà, pour ne pas révéler plus que ça. Et la dernière nouvelle, qui est la nouvelle assez particulière, mais qui me tient beaucoup à cœur, c'est une nouvelle sur une introspection. Un voyage introspectif, je vais y arriver. Et c'est un homme qui connaît un revers de fortune, et c'est un peu l'alibi que j'ai trouvé en fait pour parler un peu d'ésotérisme et de spiritualité, je dirais. Donc c'est un voyage plutôt spirituel. Voilà un peu Escale en 3 nouvelles brèves, et que je conseille également. Merci de m'avoir lu. De rien, c'est un plaisir d'ailleurs. Et donc du coup, on va commencer par plusieurs thèmes que j'ai voulu aborder. Le premier thème, c'est le temps qui passe. Donc de la couverture du livre, donc qui est une horloge pour les gens qui ne l'ont pas encore lu, à la ponctualité du train de la nouvelle Chronique de mon train de 7h51, le lecteur est souvent renvoyé à l'horloge, au tic-tac de la pendule, au temps qui passe. Le temps qui passe, une véritable obsession pour Marien? Écoute, j'en avais pas conscience vraiment, et ouais, je pense que mine de rien, on peut parler de dictature du temps, qu'on le veuille ou non, parce que on est limité, notre temps sur Terre est limité, on a une espérance de vie, elle a beau s'allonger, mais on sait quand on a 50 ans, on a parcouru la moitié de sa vie généralement, sauf cas exceptionnel. Donc oui, le temps quand même, il y a une dictature du temps, il y a une réflexion sur le temps, parce qu'effectivement dans Escale, je parlais de cette nouvelle là où celui qui se voit jeune, qui se voit vieillir, on a des objectifs, on a des rêves, des aspirations, mais notre temps sur Terre est limité, donc on se dit plus le temps passe, plus on a tendance à se mettre la pression. Et sur le temps, il y a beaucoup de réflexions. Je parlais de la dernière nouvelle, qui est une nouvelle plutôt spirituelle, mais encore une fois, oui, ça parle de temps, mais pas l'espace-temps comme on l'entend, ça dépasse un peu notre entendement. Mais oui, le temps quand même, et oui, je me rends compte après coup que c'est un sujet assez présent, et que oui, il faut composer avec le temps, il faut faire avec. Ouais. D'accord. Deuxième sujet, si on peut dire ça comme ça, la frontière entre le rêve et la réalité.
Alors, toujours dans la nouvelle chronique de mon train de 5h51, le personnage principal nous présente et nous décrit les personnages du train, en fait, qu'il emprunte tous les jours. Tantôt dans les songes, tantôt dans la réalité, on a un peu parfois du mal à se situer. Donc ce côté de l'œuvre me fait penser à un livre que j'ai lu qui s'appelle La fille du train de Hannah Hawkins, où c'est une femme aussi, une anglaise en fait, qui prend le train chaque jour et qui nous décrit un peu ses personnages et ce qu'elle vit aussi au quotidien. Mais des fois, on ne sait pas si c'est la réalité ou si c'est encore son rêve en fait, ou des interprétations en fait de son imagination. Donc moi, ce que je voudrais savoir un petit peu, c'est tantôt dans le rêve, tantôt dans la réalité, est-ce que c'est une manière pour toi de faire passer des émotions? Alors, je vais revenir sur la genèse de cette nouvelle. Dans cette nouvelle, ce qui m'a plu, c'est le huis clos. Le fait qu'il soit dans un univers fermé et que sur un huis clos, j'arrive à créer une histoire. Et donc, ce qui m'a vraiment inspiré à l'origine de cette nouvelle, comme quoi il y a des parallèles qui sont faits, c'est un film d'Hitchcock qui s'appelle Le crime était presque parfait, qui tient en une seule pièce. J'étais gamin quand j'ai vu ce film, ça m'a touché. Depuis toujours, j'ai voulu trouver vraiment la situation pour pouvoir raconter une histoire dans un huis clos. Donc voilà, c'est le huis clos qui m'emmène à faire cette nouvelle-là. Et après, le réel, l'irréel, oui, je pense qu'il y a toujours plusieurs réalités de toute façon. Il n'y a pas qu'une seule réalité. Donc voilà, moi je peux vivre les choses d'une façon, l'instant présent, je peux le vivre d'une certaine façon parce que je porte plus d'attention sur l'arbre ou sur les questions que vous me posez, vous que tu me poses, on se tutoie, ou voilà. Donc je pense qu'il y a toujours plusieurs réalités, qu'on le veut ou non, et l'irréel est omniprésent. Et même dans mes lectures, moi ça m'intéresse de lire, quand je lis un Coelho, ça m'intéresse d'avoir cette approche des choses un peu. Je questionne l'invisible tout le temps. Maintenant, dans mon premier recueil, ça se voit, ensuite beaucoup moins, mais dans ce que je prépare, ça se reverra encore plus parce que ces lectures-là me nourrissent et oui, et ça me questionne aussi. Tout ce qui est un peu l'invisible m'intéresse. Voilà. Je vois bien. La fierté. Tes personnages ne se laissent pas faire. Ils restent fiers en toutes circonstances. Le père comme le fils dans la nouvelle À quel prix, toujours de cet ouvrage Escale, sont en parfaite adéquation avec leurs mœurs, leurs émotions, leur éducation. Et pourquoi choisir des personnages qui suscitent l'admiration ? Quel message voudrais-tu faire passer à travers eux? Je te pose cette question parce que j'ai l'habitude de lire des livres de Chimamanda Ngozi qui, elle, a des personnages très ambigus, des personnages des personnages principaux que même parfois on déteste. Or, toi, c'est vraiment tout le contraire. Donc, pourquoi en fait choisir des personnages 100% positifs, si je peux dire ça comme ça? D'accord. Non, après, je sais pas, pour la nouvelle, par exemple, d'À quel prix, c'est un peu un idéaliste. Le père du personnage principal, il est surdiplômé, mais il n'est pas assez concret, il rêve un peu, quoi. Il n'est pas pragmatique. Donc après, sur l'échelle de valeur, on peut le trouver comme un personnage plutôt fier, mais bon, il n'est pas si parfait que ça, dans le sens où il rêve un peu, quoi. Il n'est pas dans le concret, dans cette vie de ces sociétés africaines où, voilà, pour faire des concessions, pour avoir un travail, il faut avancer, il faut composer avec la famille, il est un peu dans un rêve. Maintenant, après, oui, la fierté, peut-être que sur ces nouvelles-là, comme on se raconte un peu, peut-être inconsciemment, qu'on a toujours la figure des parents qu'on met sur un piédestal, c'est un peu sur mes premiers écrits, ça se ressent. Au fil des écritures, j'essaie un peu de briser cette figure un peu lisse, parce que il faut, pour le projet littéraire, c'est important. Mais c'est vrai que là, en plus, ça nourrit bien la nouvelle, parce que il y a l'anti-valeur, il y a le personnage de Maman Pili Pili, qui est un personnage fier, mais bon, qui incarne quelque chose d'assez plutôt négatif. Donc voilà, c'est un peu, il y a un conflit entre ces deux personnages-là, et le personnage principal se situe un peu à la lisière de ces deux personnages, essaie de trouver sa place. Et forcément, il penchera pour, je ne vais pas dire la chute, mais bon, voilà. Donc j'essaie quand même d'étoffer les personnages, c'est important qu'ils ne soient pas lisses, mais c'est vrai que sur mes premiers écrits, la figure des parents, du père est souvent idéalisée. On est d'accord. C'est vrai. Les personnages féminins. Oui. De Bégonia à Maman Pili Pili, la gente féminine occupe une place toute particulière dans tes nouvelles. Qu'est-ce que ces femmes ont-elles de si spécial? Qu'amènent-elles de plus à tes œuvres? Alors, je trouve que c'est des femmes, moi a priori, qui me paraissent différentes. Maman Pili Pili, mais qui ont des rôles importants parce que voilà. Ça reflète un peu la réalité au final. En fait, on passe toujours d'une femme à une autre dans notre vie. Il y a la maman, après la femme,
Et quand on a une fille, on a toujours ce rapport-là, parce que je pense qu'elle matérialise l'amour, en fait, qu'on peut avoir. L'amour, en fait, matérialisé, c'est la femme, quoi. Après, je ne suis pas tombé dans une caricature un peu trop facile, mais je pense que c'est exactement ça. Et puis les personnages sont peut-être forts parce que la femme forte, pour moi c'est un pléonasme, les femmes sont fortes de toute façon. Hein, c'est elles qui subissent les choses. Dans les figures maternelles que je peux aborder, c'est des femmes c'est une maman benz, maman pili-pili. C'est une femme d'affaires, elle se débrouille, elle accuse le coup. Même dans la même nouvelle, la femme aussi appuie son mari. Enfin, il y a ce côté-là, sans avoir une approche de macho. Mais voilà, beaucoup de choses reposent sur la femme, à tort ou à raison, mais c'est des figures incontournables et qui construisent un homme. En tout cas, l'homme que je suis doit beaucoup à toutes ces femmes. On passe d'une femme à l'autre, comme je disais tout à l'heure, et voilà. Et j'ai écrit ce recueil de nouvelles quand j'ai eu ma fille. Effectivement, elle était omniprésente dans ce que je faisais, dans mon esprit et tout ça. Donc dans ma création, ça se ressent. Donc Bégonia, c'est la métaphore du rêve de ce personnage et qui renvoie un peu à ma petite fille que j'ai eue à ce moment-là, je crois. D'accord, je vois. Voilà. Merci de m'avoir éclairé sur ce sujet. D'Escale, qui était ton premier roman publié en 2010. En 2012, donc 2 ans plus tard, tu publies le roman Bâtiment A. C'est une immersion dans le quotidien de la vie de jeunes étudiants immigrés, mais pas seulement. Comment résumerais-tu ce roman ? Pour moi, le Bâtiment A, c'est un parcours initiatique. C'est comme ça que je résumerais le roman au mieux. En fait, c'est l'histoire, donc on rentre dans une cité universitaire et chaque chapitre est une chambre. Donc, il y a la chambre 101, chambre 103, ainsi de suite. Et en fait, par chaque chambre, on a une vision de la cité U, mais tous ces chapitres, donc toutes ces chambres rentrent en résonance pour raconter finalement une histoire commune des jeunes qui cherchent un même destin, qui font leurs études, qui veulent trouver un travail ensuite. Pour les 3 personnages, il y en a 4, ils viennent d'Afrique, donc ils ont un passé, un lourd passé, donc chacun essaie de penser ses blessures. En même temps, c'est un lieu de joie, c'est un lieu de rencontre, voilà. Et donc ça part du vécu. J'ai vécu 2 ans en CTU, et voilà, c'était une époque très intéressante. Et même après les soucis financiers qui parlent à tout le monde, qu'on ait une bourse ou pas, on ne sait pas gérer, enfin voilà. Non, c'était vraiment je trouve que c'était initiatique, oui, c'est un parcours initiatique. L'image de la mer. Premier thème pour ce roman Bâtiment A. Alors, de la confidente au véritable pilier de la famille, l'image de la mère est sans équivoque dans tes romans. C'est une femme forte, courageuse, soucieuse du bonheur de son mari et de ses enfants. D'où tiens-tu cette image de la mère et surtout, quelles sont les femmes qui t'ont inspiré dans ta vie d'homme ? Grande question. Alors, j'aurais du mal à le dire. Pourquoi l'image de la mère c'est peut-être comme ça que je reçois les choses, c'est peut-être lié à mon éducation ou c'est peut-être lié à ce que je souhaite aussi. Voilà, je pense que la famille, on revient un peu à la même chose, hein. La cellule familiale, tout se joue là. Si dans l'enfance, dans la cellule familiale, ces premières années, la construction psychologique et ainsi de suite ne se fait pas comme il faut, il y a des failles qu'on traîne toute une vie. Et je pense que ça repose beaucoup, heureusement, malheureusement encore, sur la mère. Et voilà, c'est peut-être pour ça que je dis tout ça. Les femmes qui m'auraient marqué dans ma vie, non, je parlais de ma mère, qui je rends hommage sûrement indirectement encore dans ses écrits. Mais voilà, tu vois, c'est pas forcément consciemment que je fais tout ça. Du coup là, en même temps, j'en apprends sur moi-même. C'est pas évident de trouver des réponses à ça. Et j'ai étudié, hein. Oui, je vois ça, merci beaucoup. Je suis allée chercher à chaque fois les thèmes, en fait, en tout cas par rapport à ce que moi je ressentais en lisant tes romans. Alors du coup, l'exode, on va parler de l'exode. L'espoir d'une meilleure vie, l'ascension sociale par les études, le désir absolu de réussir envers et contre tout sont tous les points communs des personnages de ton livre, du livre Bâtiment A. L'exode est un sujet récurrent dans tes récits. Qu'évoque-t-il chez toi ? L'exode, en fait, c'est déjà ma vie. Moi, je quitte l'Afrique à l'âge de 14-15 ans pour m'installer en Europe. Mais on ne se rend pas compte à quel point c'est une déchirure que c'est cette démarche-là. Pourquoi ? Parce que d'autant plus qu'on n'a pas conscience qu'on part on revient, bien sûr, mais pour ne plus revenir forcément tout de suite s'installer. Donc, on est heureux quand on quitte l'Afrique, on a le bac, on dit « Ah oui, on a hâte d'aller en Europe ». Et c'est une fois en Europe qu'on se rend compte, ah oui, mais finalement, oui, j'ai laissé ma vie là-bas, il y a un temps d'adaptation, les parents, ainsi de suite. Donc oui, l'exode, c'est quelque chose. C'est même le point de départ de mon écriture, je pense. Moi, j'écris par nostalgie d'abord du passé. Je voulais raconter un peu mon enfance. Voilà, Escale, c'est un peu ça, en fait, quelque part.
et où je raconte aussi un peu ma nostalgie, celui qui est dans le train. On se raconte toujours quelque part. Hein. Moi, je suis des auteurs qui disent qu'on ne crée pas de rien. On ne crée dans la matière, c'est sa propre vie. Après, on peut se cacher, dire que non, c'est pas, on n'a pas dit oui. D'une façon ou d'une autre, on met ses angoisses, on met de soi. Donc moi, c'est ça. Je pense que ce voyage est une naissance quelque part. C'est une mort, mais c'est une naissance aussi parce que c'est après ce voyage que je m'accomplis et donc ça fait résonance au bâtiment A, c'est après là que je passe au bâtiment A, ainsi de suite. Donc je me raconte un peu, qu'on le veuille ou non. Donc oui, l'exode, le voyage, oui, c'est fondateur. Et puis il faut voyager pour découvrir d'autres contrées. Il faut le voyage. Malgré le fait que je parle de déchirure ou de fêlure, de cassure, il faut que la chrysalide prenne son envol à un moment donné pour faire la petite image. Oui, oui. Je vois. La galère étudiante. Je n'ai pas voulu aborder la vie étudiante, mais réellement la galère étudiante, là, en te parlant de ça. Galère financière, amoureuse, sentimentale et j'en passe. Oui. Est-ce que la vie d'un étudiant étranger en France, c'est ça? Mais c'est que ça, j'ai envie de dire. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on arrive, oui, non, mais c'est pas évident. Parce que parfois on a une bourse, certains parents fortunés envoient quand même de l'argent, mais malgré tout, généralement on n'a jamais géré. Donc on ne sait pas gérer, même ceux qui ont de la bourse ou de l'argent de poche se retrouvent sans le sou en fin de mois ou voilà. Après on est toujours là à vivre d'expédients, on essaie de boucher les trous, on se débrouille un peu. Et puis souvent quand on part à 15 ans, on laisse toujours même un amour naissant, mais généralement on laisse quelque chose, voilà. Et souvent il y en a qui viennent même plus âgés que ça. Donc il y en a qui ont laissé des femmes qui viennent en Europe. C'est pas évident, qui se battent pendant 10 ans pour faire venir ces femmes-là. Il y en a après qui se font une raison, qui reconstruisent une vie amoureuse. Voilà. Moi j'ai vu toutes ces choses-là. J'ai vu des familles dans des chambres universitaires. La vie en cité universitaire, c'est un vrai sujet. Malheureusement, on n'en parle pas forcément. Il y en a qui le vivent très mal. Il y a eu un taux de suicide à un moment donné élevé en cité universitaire. Il y a même des cités où les fenêtres ne s'ouvrent pas entièrement pour éviter que les jeunes se défenestrent. Donc oui, donc en cité, en surface comme ça, en cité universitaire, c'est plutôt la liberté, on rigole et tout ça. Mais il y a quand même des sujets sous-jacents, insidieusement, qui s'installent, qui ne sont pas toujours évidents. Et puis après, il y en a qui abordent ça avec beaucoup de légèreté, comme le personnage PH, d'autres personnages, et puis qui s'amusent, qui profitent plutôt des relations, des filles qu'ils peuvent voir. Il y a tout. Hein. C'est un petit Landerneau, mais il y a tout. Il y a tout ce qui fait un monde en cité U. Il y a tous les vices, il y a tout. Il y a tous les profils dans chaque chambre. Au deuxième étage, tu as l'assidu, sérieux, celui qui rigole, machin. Il y a vraiment tout, quoi. C'est un monde dans un monde. C'est un monde dans un monde, c'est bien dit. C'est exactement ça. Après Escale, bâtiment A, maintenant on va parler de Franklin l'Insoumis. Donc Franklin l'Insoumis est un recueil de nouvelles inspirées de l'œuvre du chanteur et musicien engagé Franklin Bukaka, né en 1940 et assassiné en 1972. Ce livre a été publié cette année, début d'année, voilà exactement. Donc comment t'es venue l'idée de ce recueil? Parce que concrètement, pas concrètement, mais comparé à tes 2 premiers romans, c'est réellement un recueil de nouvelles avec différents auteurs, bien sûr. Et moi, voilà, ma question c'est comment t'es venue cette idée de recueil? Pourquoi Franklin Bukaka plutôt qu'un autre aussi? Non, j'aime bien tous les projets qui réunissent différentes personnes, voilà. Moi, je suis un passionné de musique, je suis associé à quelques projets de compilation de musique, des compilations, mais avec mon frère, on en a fait pas mal. Donc l'idée d'associer différentes personnes, c'est comme une musique toujours qu'il y a dans ma tête. Et ensuite, mes 2 passions, clairement, c'est la musique, sans la musique et la littérature. Donc faire un pont entre ces deux passions, c'était vraiment mon rêve. Donc après, j'ai essayé de voir, et puis souvent, pour rigoler, certains disent « Ouais, mais les musiciens, vous écrivez n'importe quoi, toujours vos histoires de danse ou des histoires d'amour et tout. » On entend beaucoup ça. Alors que quand on essaie de bien voir parmi les musiciens congolais, même du continent, il y en a qui ont je cite Francis Bébé ou d'autres, il y en a qui ont des sujets qui abordent des choses. Et quand je me réapproprie Bukaka, je connais Franklin Bukaka depuis, mais c'est un personnage qui m'a toujours marqué. Bukaka, j'écoutais Boa Lotine, mais je ne comprenais pas Boa Lotine. Bukaka, je comprenais son message, c'est un message profond.
Et après, je me souviens, il n'y a pas longtemps, on a parlé des 50 ans des indépendances. C'était un vrai sujet, où est-ce qu'on en est, à quoi ça a servi, sommes-nous indépendants? Et quand on écoute Bukaka, il ne parle que de ça, presque. D'accord. Avec des histoires d'amour aussi, mais il parle beaucoup de ça. Et pour moi, finalement, c'était une révélation de me dire, voilà le sujet. Voilà, pour faire le pont entre les deux, pour qu'il y ait de la matière et des sujets qui parlent à tout le monde, c'était bien d'aller sur Bukaka. Et après, comme ça, de fil en aiguille, j'appelle des amis, d'autres m'en proposent d'autres amis, ainsi de suite, et puis on se regroupe pour faire ce projet-là. Donc du coup, la collaboration, tu as un peu répondu en partie à cette question, mais du coup, tu as collaboré avec différents écrivains pour cette œuvre. J'ai d'ailleurs rencontré Aurore Foukissa et Glad Amog Lemra lors de précédentes interviews. D'ailleurs, je leur fais un coucou s'ils regardent l'interview en ce moment. Et comment, du coup, as-tu choisi tes écrivains, les chansons, les sujets abordés? Comment ça s'est passé? Alors, pour les chansons déjà, il y a un album référence de Bukaka, qui est l'album Le Bûcheron. L'album Le Bûcheron, en fait, sur cet album-là, il y a beaucoup de reprises arrangées par Manu Dibango. Et donc, je suis parti vraiment sur cet album-là, au départ. Il y avait 12 chansons à peu près. Et donc, l'idée, c'était c'était comme l'album qui reprend ces titres de référence. Et après, j'en connaissais d'autres titres, j'ai essayé de voir, ainsi de suite. Donc, pour le choix des chansons, c'était assez facile. Aujourd'hui, on a fait quasiment la totalité d'essentiel. Il manque une chanson, je pense, Mbongi, dont m'a parlé Anthony Muyungi, qui est une chanson excellente sur l'exode rural, justement, qui rappelle... Mbongi, c'est l'arbre à palabres dans l'image séculaire de l'Afrique, qui reprend un peu cette image-là, très intéressante. Le seul regret serait de ne pas avoir fait cette chanson-là, de ne pas avoir fait un texte autour de ça, ou Les Brazzavilloises, qui est une chanson assez sympa. Bref, au-delà de ces deux chansons, on a quasiment tout pour les titres. Pour le choix des auteurs, alors comment ça s'est passé? J'ai contacté, le premier qui a été contacté, c'est Obambe Ngakoso. Quand j'ai eu l'idée, j'ai dit bon, faut que je fasse le projet, je le sens bien. Je l'ai appelé, il était très enthousiaste. Il m'a vraiment motivé à continuer le projet. Et ensuite, je contacte Dibakana Monkessi, qui est un auteur congolais confirmé, j'ai envie de dire. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je connaissais Aurore Foukissa, je connaissais Ndei Fatoukan. Et après, Obambe Ngakoso me présente Anthony Muyungi, que je ne connaissais pas, mais on est de grands amis désormais, je le salue. Et ça se fait comme ça. Arion, j'ai vu un article, après je l'ai lu, grâce à un blog littéraire. Et voilà, après de fil en aiguille, je connaissais Myril Nadia Eteno, une Gabonaise, j'avais lu son recueil de nouvelles, c'est assez marrant. Je crois que cette lecture-là m'a incité à faire escale. C'était un recueil très bref, que je trouvais très réussi, qui s'appelait Frasque. Et après cette lecture-là, c'est l'une des lectures, et entre autres choses, je pense que l'écriture en l'a, après il faut un peu passer le cap et travailler sa plume. Mais enfin, sa lecture m'a aidé à me lancer aussi. Donc voilà, c'est un peu une histoire d'amitié, j'ai envie de dire. Et les sujets abordés un petit peu? Les sujets abordés, en fait, l'idée c'était partir de la chanson. J'ai fait une traduction, c'était en lingala. J'ai fait une traduction avec Anthony Muyungi essentiellement. Et donc on a envoyé les traductions. Et donc fallait s'inspirer du texte qui était un peu circonscrit, un peu de la chanson, pour développer derrière. Mais là, toujours dans l'idée de garder le contexte d'après l'année 60, la société à cette époque-là, et puis voilà. Donc il y avait des histoires d'amour, certains ont réussi à faire à partir d'une histoire d'amour, je salue Aurore Foukissa que tu as reçu, qui a créé un contexte un peu triste, poignant, alors que le texte est un texte d'amour, mais elle s'est appuyée sur le contexte pour donner de l'épaisseur au texte. Elle nous expliquait, oui. Voilà. Et après il y a des textes comme qui, je ne vais pas les citer, mais comme... oui, il y a 14 ans, voilà, il y a le choix. Il y a le choix, on reste dans cette Afrique-là des années 60, post-indépendance, 60-70, ces problématiques-là. Après, il y a de la légèreté, histoire d'amour, mais il y a beaucoup de ces mots-là qui traversent l'Afrique jusqu'à aujourd'hui, l'indépendance du continent. Exactement. Le message, parce que tous tes écrits, absolument tous, ont un message, une morale. Oui. Quel est le message, la morale du livre Franklin l'Insoumis? Alors, c'est dur de parler de morale parce qu'effectivement, il y a 14 textes, mais déjà, dans l'idée du projet, c'est un projet qui se veut continental, c'est un projet qui appelle à l'unité africaine, c'est un vœu pieux, mais c'est pas vide de sens, parce que je pense que c'est vraiment sur ça qui permettra à l'Afrique un temps soit peu se réveiller. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et quand on parle d'unité, si les choses étaient concrètes même sur 3 pays, ce serait pas mal, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique.
C'est ça, même c'est que c'est très concret, c'est pas vide de sens quoi. Je veux dire si aujourd'hui le Congo vend un cahier de commandes, il vient des pays frontaliers, ça change toi l'économie congolaise. Aujourd'hui on est dépendant, on commande tous nos produits agricoles du Cameroun ainsi de suite, aussi en Europe pour les produits manufacturés. Bon bref, c'est l'unité africaine comme message quoi, et je veux pas que ce soit quelque chose vide de sens, l'unité africaine. Je vois. Enfin, l'actualité littéraire sur Franklin Insoumis. Quels sont vos prochains rendez-vous littéraires, l'actualité? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer concrètement, j'ai eu un appel de Robert Braza, d'Afrique numéro 1 tout à l'heure. Et donc j'enregistre une émission lundi, donc qui passera, je pense, début juillet, avec Manu Dibango. J'ai cette chance-là. Manu Dibango qui a connu Bukaka. Bukaka a vécu chez lui, oui, pendant l'enregistrement de l'album dont on a parlé tout à l'heure. Il y a un rendez-vous en septembre, je pense à la librairie Galerie Congo. Je pense pas, mais c'est concret, mais on va fixer les dates. Et puis la promo se poursuit. Voilà. Après, on a différents points de vente à la librairie Galerie Congo, à la Fnac. Ça va être réachalandé, ils étaient en rupture de stock. Et puis en ligne, Amazon, et ainsi de suite. Et j'invite les gens à venir sur la page Facebook de Franklin l'Insoumis, le titre du recueil. Franklin l'Insoumis, il le trouve tout de suite. Il y a tous les échanges. On était au marché de la poésie. Voilà, on bouge pas mal. Peut-être une présentation sur le continent à la rentrée. Oui, ça se précise. Peut-être avant décembre. Voilà, à confirmer. Dans tous les cas, sur la page, on met toutes les informations nécessaires. Voilà. Il y a une présentation au Sénégal par Ndeye Fatou Kane au musée Senghor. Voilà, il se passe beaucoup de choses. Myril Nadia Eteno va faire un peu une tournée des lycées ou des collèges pour présenter l'œuvre. Voilà, ça bouillonne beaucoup autour. Oui, ça prend sérieusement. Oui, oui. Doucement mais sûrement. Oui, très sûrement. Alors enfin, questions diverses. J'aime bien poser ces petites questions, ça nous permet d'un peu de connaître l'écrivain. Si tu étais un peintre. Alors, je ne suis pas forcément un fada de peinture, mais je ne suis pas insensible. Mais pour l'histoire et pour le symbole, je vais citer Marcel Gauthen, qui est un peintre congolais. Ceux qui connaissent l'école de peinture de Poto-Poto, qui a une renommée internationale, je dirais, créée par Pierre Lotz dans les années 50. Gauthen, c'est une figure qui a influencé la peinture des années 70-80, qui n'est plus des nôtres aujourd'hui, mais je citerai Marcel Gauthen, oui. Si tu étais un plat. Un plat, je suis gourmand moi, donc c'est pas des questions à me poser. Il faut en choisir qu'un seul, c'est la règle. Lénaïque, tu es de la Côte d'Ivoire. Il y a la sauce graine qui est bien en Côte d'Ivoire. J'aime bien les haloco, mais il y en a un peu partout. Okay. Moi j'aime le poisson salé, non mais ça peut être très long. J'aime le mafé. Même là, je suis panafricain dans mon assiette. Il y a un peu de tout. Il faudrait des assiettes compartimentées comme à la cantine, avec un peu de tous ces plats-là. Exactement. Okay, ça va. Si tu étais un homme politique, question difficile. Question difficile, un homme politique. Alors là, c'est pas évident. Je dirais Nelson Mandela. Pour la persévérance, pour le combat. Bon, aujourd'hui, l'Afrique du Sud, c'est l'un des pays les plus inégalitaires de la planète malgré tout. Mais son combat, c'est le combat de la persévérance et aussi le sens du pardon. Donc Mandela, Madiba. Bien, très bon choix. Hein. Si tu étais un film. Un film, je serais Mo Better Blues de Spike Lee. Je suis un fan de Spike Lee, mais ses premières années. C'est un film autour du jazz qui parle d'amour aussi, beaucoup d'humour et tout, avec Denzel Washington. Ah, je te le recommande, il est excellent. Wesley Snipes et voilà, Giancarlo Esposito. Bref, c'est Spike Lee des années 80-90, excellent le film. J'irai voir, je ne connaissais pas du tout, mais j'irai voir. Et enfin, si tu étais une citation. Une citation. C'est jamais évident de trouver des citations. Surtout comme ça. Oui. Tout de suite. Une citation de. Alors, je sais pas de qui c'est, mais mon père le disait souvent. Il n'est de jour aussi loin soit-il qu'ils ne finissent par arriver. C'est bien, c'est un peu d'espoir. Bien choisi. Enfin, on arrive un peu à la fin de l'interview. Le mot de la fin, est-ce que tu as un message à faire passer? Une citation à dire? Une chanson que tu peux chanter, danser? En tout cas, voilà. Là, c'est ton heure. C'est ton heure. C'est ton heure, je ne t'interromps pas. Vas-y. D'accord. Alors, une citation. Tu sais quoi, chanter, je peux tout dire, quoi, en fait. Tu dis ce que tu veux, ce que tu ressens. Ce que je ressens. Non, déjà, je dis merci pour cette interview, que je trouve merci pour ces questions qui me mettent à l'honneur. Je suis flatté. Et j'invite les gens à lire le recueil, Bukaka,
qui a un projet littéraire qui nous a pris un certain temps, et je remercie les auteurs encore une fois, je ne les remercierai jamais assez parce que ça n'a pas été évident, chacun a son emploi du temps, trouver l'harmonie sur tout ça, et voilà. Et je finirai par une citation de Bukaka qui dit dans une chanson, je cite: un vieux que je considère toujours jeune m'a dit un jour, mon petit, tout homme doit mourir un jour, mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Je crois que cette phrase a une résonance. Déjà, lui qui est parti dans des conditions assez particulières. Et je crois que ça donne à méditer quand même, cette citation-là. Voilà. Puis un peu de légèreté. Non, je dis merci, quoi. Je dis bravo pour tout ce travail. Merci, Marien. Donc, déjà, merci, Marien. Je fais une petite conclusion. Ce fut un réel plaisir, en fait, de discuter de ces différentes œuvres avec toi. Ça n'a pas été toujours facile d'organiser cette interview parce que j'avais envie de dire plein de choses, j'avais envie d'avoir plein de réponses. J'espère avoir bien organisé ça et qu'on a pu un peu traverser chacune de tes œuvres à travers cette interview. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir de nouveau pour ton prochain livre, en tout cas. Il y a des restaurants qui font des sauces graines, c'est pas mal. Il y en a plein, il y en a pas mal à Paris. Luxembourg, il n'y a pas encore, mais il y en a plein mal. On va trouver ça, c'est sûr. Donc, c'était l'interview de Marien Founel-Ngombe pour Likaba TV. Vous pouvez suivre l'actualité de l'association Likaba sur YouTube et Facebook. Merci beaucoup, c'était Lénaïque pour Likaba TV. Merci.